Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme et que surtout vous êtes branchés nostalgie. Car cette petite vidéo, c'est une sorte de machine à remonter le temps. On va retourner 20 ans en arrière, en 2004. J'explique un petit peu le concept pour ceux et celles qui ont la malchance de tomber sur cette chaîne. En gros, chaque année, je tournerai 3 vidéos pour un petit peu remonter dans le temps. Cette année, on est en 2024, donc j'ai tourné une vidéo top 10 spécial film sorti il y a 10 ans en 2014. Cette vidéo, c'est un petit top 10 spécial film sorti il y a 20 ans en 2004. Et la prochaine fois, je réaliserai un top 10 des films sortis il y a 30 ans en 94 et pourquoi pas il y a 40 ans en 84. Ça commence à piquer là. Moi perso, je trouve ça assez intéressant de regarder un petit peu dans le passé pour voir qu'est-ce qu'on produisait, qu'est-ce qu'on faisait. Ça permet quelque part de voir un petit peu l'évolution, la régression, ça dépend du point de vue. En tout cas, cette sélection, comme pour celle de 2014, elle a été assez compliquée parce que 2004, comme pour 2014, c'était une année de grand cru en réalité. On avait d'excellents films. Même si je considère que 2014 était supérieur à 2004 sur pas mal de plans. Parce qu'en 2004, certes, on avait d'excellents films, mais on avait aussi beaucoup de nanars et beaucoup de navets qui se sont un peu engouffrés dans la brèche des blockbusters. Comme par exemple Anaconda, la poursuite de l'Orchidée 200. On s'attendait tous à une suite légitime d'Anaconda à premier du nom sorti en 97. On s'attendait à quelque chose du même niveau. Or non, c'était juste une production Baklava va-vite, une série B sortie direct ou vidéo. On a tendance à un petit peu idéaliser le passé, mais je rappelle que début 2000, on s'est vu littéralement ensevelir sous des directs ou vidéos à ne plus en finir. Et quand on creuse un peu, on s'aperçoit qu'à l'époque est sorti pas mal de faux bons films. À savoir, on avait déjà 4 qui proposaient des films plutôt badass. Et puis quand vous mettiez ces trucs-là dans le lecteur DVD, aïe. Mais il faut reconnaître que 2004 était une année, je trouve, assez particulière parce que on a eu des chefs-d'œuvre, des nanars, des navets et des films moyens, mais qui sont corrects. Vous voyez pas trop où je veux en venir? Bon je vais être un peu plus clair et je risque de me faire des ennemis. Eh bien, Van Helsing, Alien vs Predator, Resident Evil Apocalypse. Bon, au moment de leur sortie, ces films étaient considérés comme moyens, même s'ils ont eu du succès. Pour autant, avec le recul, je m'aperçois qu'ils étaient pas si mal. Surtout Van Helsing et A vs P. Bref, on n'est pas là pour parler de nanars, de navets ou de films purement moyens, on est là pour parler de grands films, et pour ça, 2004 était un excellent cru. J'espère que vous êtes bien installés, c'est parti, nostalgie, retour 20 ans en arrière. Boum! En numéro 10, je vais commencer avec quelque chose qui va vous énerver. On va parler d'un film que je n'ai pas encore vu. Et je sais ce que vous allez dire, mais comment oses-tu mettre un film que tu n'as pas vu dans cette liste? Assurez-vous, j'ai pris la température du côté de la presse, du côté des spectateurs et du côté de mes proches, et ce film est considéré comme un vrai chef-d'œuvre. Ce film, c'est Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Traduction, ça veut dire du soleil plein la tête. Alors oui, je sais, je n'ai pas vu ce film, c'est pour ça que je le mets en 10e place, mais je sais que tout le monde l'a adoré, tout le monde en dit du bien, et je pense que je vais m'y mettre très prochainement, parce que j'ai que des bons retours, mais quoi qu'il en soit, je voulais le mettre dans cette liste pour marquer le coup. Bon, maintenant, je passe à la suite à des films que j'ai vus. En avant. En numéro 9, 3, de Wolfgang Petersen. Ce film, je l'ai pas vu au moment de sa sortie, je l'ai vu 10 ans après, c'était ma copine de l'époque qui m'avait forcé à le regarder, et je voulais pas, ça m'intéressait pas du tout. Je m'attendais à une grosse production un peu au style Disney, parce que je me suis dit, oh, Brad Pitt, Eric Bana, Orlando Bloom... Ça sent le péplum aseptisé, va y avoir de l'action un peu pour enfants. Quand je voyais l'affiche, franchement, ça me faisait penser à un film de Disney, un film pour ados, ça m'intéressait pas. Parce que moi, je voulais voir un truc mature à la 300, quoi. Elle lance le film, et j'avoue que j'ai été scotché. Quel film grandiose! Un péplum à gros budget, puis du budget qui est bien investi, un Brad Pitt hyper badass, ultra beau gosse, juste intemporel, mention spéciale pour sa relation avec la jeune Rose Byrne. Dans ce film, on peut également noter la présence de Diane Kruger, de Brendan Gleeson, et de plein d'acteurs hyper famous à l'époque. Un bon divertissement, un bon film d'aventure, un bon péplum. Je rappelle qu'à l'époque, c'était un petit peu le retour en force du péplum, et c'est avant tout Gladiator qui a remis le péplum au goût du jour. 3 a été un gros succès au moment de sa sortie, bien évidemment, mais j'ai bien l'impression que ce film a fini finalement assez oublié, alors que il mérite pas d'être oublié justement. Parce que j'ai remarqué qu'à côté on nous parle souvent de Gladiator, ok Gladiator c'est cool, mais 3 c'est pas mal non plus. Donc c'est pour ça si je peux pousser des gens à découvrir ou redécouvrir cette merveille, faites-vous plaisir. Moi au début j'étais en mode je veux pas, puis finalement j'ai été scotché, j'ai adoré, musique juste parfaite, on est bien dans le thème, dans le délire de l'Antiquité, vraiment une maîtrise parfaite juste au niveau de la BO. Des combats énervés et bien violents, surtout quand on regarde la Director's Cut. Je veux dire, les coups là, ils sont pas ellipsés, non, on voit vraiment Brad Pitt rentrer son glaive dans des torses, trancher la tête de mec, on en voit un se prendre un glaive en plein crâne, ça lui fend le crâne en deux, enfin c'était wouh. Je m'attendais vraiment pas à ça, avec le recul, je m'aperçois qu'il est presque aussi violent que Gladiator, voire plus même. En tout cas, pour moi, 3 fait partie des meilleurs péplums de sa génération, un film à voir et revoir, un film qui ne vieillira pas, qui ne vieillira sûrement jamais, et c'est un petit peu ça aussi le tour de force de Wolfgang Petersen. Et c'est ça aussi le tour de force de Wolfgang Petersen, excusez-moi, c'est qu'il a su à la fois
moderniser le péplum tout en conservant ce côté un petit peu traditionnel, parce que je rappelle que les péplums ont complètement disparu du cinéma dans les années 90, dans les années 80, on en avait quelques-uns dans les années 70, mais l'âge d'or des péplums, c'était les années 50 et 60, et après ça a complètement disparu. Le réalisateur de 3 a réussi à moderniser le genre, tout en conservant, on va dire, le côté old school, le côté simple, le côté simpliste du péplum. On va savoir, c'est là tout le paradoxe, des décors grandioses, avec les monuments de l'époque, et des monuments iconiques. Il n'a pas voulu faire une espèce de truc ultra modernisé comme l'a fait Zack Snyder, par exemple, en comparaison. Le 300 de Zack Snyder est excellent, je maintiens. Là, on était resté dans une veine plus traditionnelle, et c'était cool. Et surtout, c'était encore plus cool de voir un Brad Pitt beau gosse, sauvage, magnifique, enfin bref, 3 chefs-d'œuvre. En numéro 8, Shaun of the Dead, le premier film de la trilogie Cornetto, le film qui a fait connaître Simon Pegg et Edgar Wright. Si je dois parler de la trilogie Cornetto, je suis pas spécialement un grand fan de Shaun of the Dead, je préfère largement Hot Fuzz, et surtout je surkiffe davantage Le Dernier Pub avant la fin du monde. Mais en tout cas, Shaun of the Dead est un grand classique de la comédie horrifique de ce début des années 2000, et surtout c'est une comédie horrifique avec des zombies. Et cette époque-là, justement, a vu le retour des zombies sur le grand écran. Parce que dans les années 90, le zombie avait complètement disparu, à part au début des années 90 avec 3 films emblématiques de son époque, enfin, quand je dis emblématiques, du côté des fans du genre. C'est justement en 2004 que le zombie est revenu au goût du jour, et c'est notamment grâce à Shaun of the Dead qui a coolifié le zombie en le mettant dans une comédie, puis une comédie réussie. Je considère que Shaun of the Dead est le moins bon des films de la trilogie Cornetto, mais ça reste un film excellent, attention, avec un humour typiquement british, très fun, avec un très bon jeu d'acteur évidemment, puis des gags qui sont super drôles. Super drôle et en plus osé pour l'époque. Je rappelle que c'était le premier film d'Edgar Wright. En tout cas, même si ce film a quelques petits défauts, j'estime que c'est un classique à consommer sans modération. En numéro 7, pour moi le meilleur film de Martin Scorsese des années 2000, Aviator. Je considère que c'est, on va dire, l'avatar de Martin Scorsese. Et je dis ça, quand je l'ai vu la première fois, je l'ai pas apprécié, hein. Parce que j'étais trop jeune, je pense, pour comprendre l'essence de ce film, parce que mine de rien, c'est une véritable fresque. Le film parle d'Howard Hughes, un mec qui a vraiment existé, qui était un pionnier de son époque, qui touchait à tout, à l'aviation, au cinéma, à l'ingénierie. C'était un des gars les plus riches du monde, il bossait sur des prototypes d'aviation hyper pointus. Enfin, le mec, c'était une tête, quoi. C'est-à-dire que d'un côté, il était branché cinéma, et en même temps, il était branché technologie, enfin, technologie de l'époque. J'estime qu'Aviator n'est pas seulement un des films les mieux réussis de Martin Scorsese, j'estime aussi que c'est un des plus importants, enfin un de ses plus importants, du point de vue de l'histoire, mais avec un grand H, je veux dire l'histoire américaine, l'histoire de l'aviation. Au niveau esthétique, bien évidemment, c'est une grande réussite, très léché, très propre, avec des filtres très particuliers en fonction des époques. Le jeu d'acteur, bien évidemment, excellent, peut-être un des meilleurs rôles de DiCaprio, franchement. Et je vous invite franchement à voir Aviator, non pas spécialement pour le grand spectacle, mais davantage pour votre culture personnelle, car on remonte le temps dans les années 30, dans les années 40, dans les années 50 aussi un petit peu, et c'est passionnant, tout simplement. Le monde de l'aviation, le monde de la technologie de l'époque, le monde du cinéma, on en apprend énormément, c'est un film instructif, un grand blockbuster historique comme on n'en voit plus actuellement, et ça fait mal de le dire, quoi. En numéro 6, Collateral peut-être, enfin sans doute, le meilleur film de Michael Mann du 21e siècle. Quand on pense au film de Michael Mann, très généralement on pense à Heat, et on pense à Collateral. Collateral est un film qui est juste excellent, non pas spécialement sur le plan de l'action, mais sur le plan humain. Car on voit ici deux personnages qui n'ont absolument rien en commun. Max, un chauffeur de taxi qui se fait des films, qui fantasme une vie qu'il n'ose pas atteindre, qu'il n'ose pas se créer. Et Vincent, un mystérieux tueur à gages qui doit remplir des contrats au cours de cette fameuse soirée, parce que le film se déroule sur une soirée, et ces deux-là doivent collaborer malgré eux, enfin plutôt Max doit collaborer avec Vincent malgré lui, et c'est génial, parce qu'on voit ces deux personnages qui n'ont absolument rien à voir, qui n'ont rien en commun, qui n'ont pas du tout le même mindset, et on s'aperçoit que l'un a une influence sur l'autre, et pour le coup, une influence plutôt positive, enfin du moins ça dépend du point de vue, ça dépend comment on amorce la chose, mais c'est un film qui est très intéressant et qui comporte des dialogues qui sont juste personnellement, je n'ai pas d'équivalent à Collateral dans les films qui sont sortis dernièrement. En termes de dialogue et en termes d'enjeu, je veux dire. En termes d'action, pour l'époque c'était impressionnant, mais avec notre regard actuel c'est assez basique, même si c'est très réaliste. Bien plus que dans les John Wick, pour comparer. Je crois que Collateral fait partie de ces films qui ont vraiment amorcé ce côté moderne à Hollywood. C'est pour ça qu'on peut regarder ce film sans se dire « Oh bah tiens, ça se déroulait en 2004 ». Vraiment, il a pas pris une ride au niveau... parce que ce qui est bien avec Michael Mann, c'est qu'il aime bien intégrer des éléments de technologie dans son film. Et on voit, par exemple, l'ordinateur de bord du taxi, on voit Vincent en train de le trafiquer avec sa clé USB. C'est l'époque où les téléphones portables étaient la norme, où la technologie vraiment faisait partie du quotidien. Et mine de rien, ça a pas si mal vieilli. Enfin bref, je vous invite à le re-regarder. Enfin, en tout cas, si vous l'avez déjà vu, re-regardez-le. Si vous l'avez pas aimé, redonnez-lui une chance. Et si vous l'avez pas encore vu, matez cette merveille. Et chose incroyable que vous ne reverrez sans doute jamais, dans ce film, Tom Cruise joue un méchant et la femme de Will Smith joue une meuf super sympa.
En numéro 5, un film franco-américain, même si on peut le considérer comme un film français, étant donné que le casting est quasiment à 100% français et puis l'histoire se déroule qu'en France, c'est Un long dimanche de fiançailles. Alors oui, comme actrice étrangère, on a Jodie Foster, mais elle parle français, donc bon, quelque part, Un long dimanche de fiançailles est peut-être, pour moi, le meilleur film sur la Première Guerre mondiale qui ait jamais été réalisé, avec dernièrement À l'Ouest rien de nouveau. Il y aurait des tas de choses à dire sur ce film, mais pour moi, il fait partie un peu des derniers grands films français de sa génération. C'est le genre de film qu'on n'est pas prêt de revoir. Il suffit d'être honnête avec... quand on aime le cinéma français, on est obligé d'être honnête. Ça remonte à quand la dernière fois qu'on a vu un film avec un potentiel aussi lourd et aussi puissant et aussi iconique qu'Un long dimanche de fiançailles? Un film adapté d'un livre et surtout un film qui présente des images, des scènes juste spectaculaires, effrayantes, magnifiques. C'est un mix d'émotions. Alors on aime ou on n'aime pas le style de Jean-Pierre Jeunet. Moi personnellement, je suis un petit peu mitigé, mais je sais reconnaître, on va dire, la beauté, c'est factuel. Ce film est beau, il est magnifique, il est puissant. Il est peut-être pas hyper touchant, parce que bon, c'est quand même Audrey Tautou au premier rôle. Donc c'est quand même compliqué de rendre un film touchant avec Audrey Tautou. Mais n'empêche, c'est un grand classique national à voir ou à revoir d'urgence. Surtout si vous aimez bien un peu toutes les histoires qui tournent autour de la Première Guerre mondiale, de la Belle Époque, ce genre de choses. C'est un film très instructif et qui, comme pour Aviator, nous fait remonter le temps. C'est un petit peu quelque part notre Aviator national, dans le sens c'est un film qui nous fait remonter le temps, qui nous fait voyager. En tout cas, si vous n'avez pas encore vu Un long dimanche de fiançailles, matez-le d'urgence. Et truc sympa à noter, ce film n'a pas pris une seule ride. Toujours aussi propre, toujours aussi bien fait, toujours aussi impressionnant. Génial. Juste par contre, si vous êtes assez sensible aux images de guerre, ce genre de trucs, accrochez-vous bien. En numéro 4, un des meilleurs films de 2004 justement, Million Dollar Baby. J'en avais déjà parlé dans une autre vidéo centrée spécialement sur les films qu'il faut voir une fois dans sa vie et je considère que Million Dollar Baby est un film à voir au moins une fois dans sa vie. Le genre de film que malheureusement on ne produira jamais en France. Un film inspirant, magnifique, puissant, poignant. Je ne trouve que des qualités à redire sur ce film. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite à le mater. Je ne spoilerai rien parce qu'il se passe un truc de dingue au cours du film qui m'avait bien scotché quand j'ai vu ça. Je n'en dis pas plus. Tout ce que vous avez à savoir, c'est que ce film est aussi beau que bouleversant. Et surtout, préparez bien votre boîte à mouchoirs parce qu'à la fin, moi perso, j'ai lâché des torrents de larmes. Vraiment, je me rappelle vraiment de la première fois que j'ai vu ce film. Je l'avais vu sur mon petit téléphone. Je me souviens, j'étais à l'étranger. J'étais pas bien, j'étais un peu triste. Et je lance le truc et là, je crois que ça m'a achevé. Je l'ai planqué sous une couverture avec le téléphone, mis, vous savez, de façon horizontale, là, sur le côté. J'étais en train de regarder, à me moucher toutes les 5 minutes, et à la fin, j'avais la gorge serrée, j'avais même plus de larmes à cracher, alors que justement, c'était là où j'avais tout à donner. Enfin bref, film parfait, un film dans la pure tradition des films de Clint Eastwood, à savoir des films plutôt modestes, avec un style de mise en scène qui est simple et pas spécialement spectaculaire, mais qui porte en lui quand même une méga profondeur humaine. En numéro 3, un film français qui a eu droit à un remake en 2020-2021, Un homme en colère, remake nul à chier, qui est juste beau esthétiquement. En tout cas, le film qui a donné ce remake est lui juste génial, mais il est assez particulier. J'avoue que la première fois que je l'ai vu, j'étais pas bien, j'ai pas aimé, puis je lui ai relaissé une seconde chance et j'ai adoré ce film. C'est Le Convoyeur avec Albert Dupontel. C'est un des films les plus what the fuck que j'ai vu, puis en même temps, c'est un des plus fascinants, un des plus intéressants, c'est un ovni, mais pour autant, c'est réaliste, c'est crédible, c'est une immersion dans le monde des convoyeurs de fonds français, d'un coin sûrement, j'imagine, le nord de la France, donc on les voit faire leur ronde, leur tournée dans les centres commerciaux, dans les banques, les trucs comme ça, puis on voit quelque part la réalité de la rue, une certaine forme de réalité sociale de l'époque, ça pousse pas trop, c'est pas du Ken Loach, je vous le dis tout de suite, mais quelque part, c'est aussi un petit peu une machine à remonter le temps au début des années 2000, et j'avoue que ce film, pour moi, ne comporte aucune fausse note. C'est particulier, je vous le dis, c'est un ovni, hein. Il y a des plans auxquels, c'est une histoire auquel on s'attend pas du tout. J'en dis pas plus, mais juste, si vous l'avez pas encore vu, matez-le. Vraiment, c'est pour moi un des meilleurs films français qui a été produit à cette époque-là. Ça peut être considéré comme un film de genre, et honnêtement, c'est une grosse surprise. Et je n'en dis pas plus parce que je veux que vous découvriez ce film sans le moindre spoil, parce que, je vous le dis, il y a vraiment des trucs assez particuliers. J'espère d'ailleurs que vous n'avez pas vu le film de Guy Ritchie, parce que oui, c'est un film de Guy Ritchie en plus. J'espère que vous n'avez surtout pas vu son remake, et que vous allez vous éviter la bande-annonce, parce que malheureusement, il spoil tout. En tout cas, si vous avez vu ce film, quelque part, vous connaissez l'histoire du convoyeur, mais le film d'origine est largement au-dessus, largement meilleur, et je suis pas du genre, à la base, à dire que les films d'origine sont meilleurs que les remakes. Par exemple, je préfère largement True Lies à La Totale, car oui, True Lies, c'est un remake de La Totale, oui, d'un film français. Et La Totale est très bon, attention, mais True Lies, c'est quand même vachement cool. En tout cas, si vous n'avez pas encore vu Le Convoyeur, matez-le, mais là aussi, préparez-vous psychologiquement. Alors attention, il n'est pas bouleversant comme Million Dollar Baby, vous n'allez pas pleurer, mais il est très particulier, il est assez perché, assez borderline, mais borderline dans le bon sens, pas dans le sens Quentin Dupieuillesque, pas des trucs what the fuck bizarres, chelous, non. Là on est dans une sorte de réalisme, mais un réalisme froid et assez... j'en dis pas plus, vous verrez bien. En numéro 2,
L'Armée des Morts. Si vous n'avez pas encore vu L'Armée des Morts, matez-le d'urgence et surtout en version longue, en version Director's Cut. Pour moi, c'est le meilleur film de zombies. Voilà, je le dis sincèrement. Alors ok, les zombies y courent. Ok, c'est pas les zombies dits traditionnels à la Romero, n'empêche que le film est génial. On a ici, c'est un remake, là aussi pour le coup un remake de Dawn of the Dead. Et là on peut dire également que le remake est meilleur que le film d'origine. Je suis désolé de choquer les plus gros puristes de Romero, je sais, mais vraiment les gars, faut se mettre dans le contexte de l'époque, d'accord, mais il faut aussi avoir un constat objectif, et l'Armée des Morts est imbattable. Mais là où c'est le plus intéressant, c'est pas spécialement au niveau des zombies, mais au niveau du rapport entre les personnages. Ils sont tous différents, on a des mecs normaux, on a un flic, on a un agent de sécu qui est imblairable, on a une infirmière qui est complètement bouleversée par ce qui se passe, enfin, c'est que des persos qui sont inoubliables. Mention spéciale à Kenneth et surtout mention spéciale à CJ, qui au début est un vrai connard et finalement se révèle être un vrai héros. C'est un personnage qu'on apprend à kiffer au fur et à mesure du film et c'est un film qui vous procurera des émotions, des bonnes émotions. Pour moi, c'était vraiment à cette époque-là l'âge d'or de Zack Snyder. Pour moi, ses meilleurs films, ça reste Watchmen, 300 et surtout L'Armée des Morts. Et pour moi, L'Armée des Morts, c'est son meilleur film. Et pourtant, je suis un très gros fan de 300, attention. Si vous l'avez pas encore vu et que vous adorez les zombies, matez-le d'urgence. C'est là aussi un film qui n'a pas vieilli, qui a pas pris une ride. Et si vous l'avez déjà vu et que vous le kiffez, laissez-vous du temps, attendez quelques mois et rematez-le. Enfin, si vous ne l'avez pas vu il y a quelques mois, rematez-le maintenant, parce que c'est toujours agréable de redécouvrir ce film 6 mois, 1 an après, ça nous permet de redécouvrir des nouveaux trucs, enfin on a oublié certaines choses qui reviennent, et quelque part les émotions restent intactes, et c'est ça justement qui fait l'essence d'un excellent film, c'est que malgré les années qui passent, les émotions, elles restent toujours là. Et en numéro 1, qu'est-ce que je vais mettre? Un film anglais, Layer Cake. Le dernier film avec Daniel Craig avant qu'il soit vraiment connu via Casino Royale. Et d'ailleurs, c'est assez surprenant de voir Daniel Craig dans ce rôle-là, dans le rôle d'un homme d'affaires qui baigne dans le milieu de la drogue, et on s'aperçoit que c'est un homme d'affaires qui est pas du tout physique, qui est pas du tout branché violence, et qui est même plutôt assez fragile par certains aspects, et ça transcende pas mal avec ce qu'on a vu dans Casino Royale. Et si Daniel Craig est excellent dans ce film, comme dans tout ce qu'il fait d'ailleurs, parce que quoi qu'on en dise, quoi qu'on en pense de ce mec, Daniel Craig est un excellent acteur, et bien Layer Cake, c'est un film génial dans la pure tradition des films de mafieux anglais. Là, attention, on n'est pas dans un film avec Guy Ritchie, c'est le premier film de Matthew Vaughn, donc le futur réalisateur de Kick-Ass et Kingsman. Et honnêtement, Layer Cake, je pourrais vous en parler des heures, tout est parfait dans ce film. La bande-son, le jeu d'acteur, que des têtes que vous connaissez, les enjeux sont juste waouh, on est vraiment accroché au truc, on se laisse porter par l'histoire, mais attention, vous attendez pas un film d'action avec des fusillades, des trucs comme ça, non, c'est assez cérébral dans un sens, dans le sens où il n'y a pas des fusillades toutes les 2 minutes, non, un film plutôt mature, réaliste, qui est juste parfait, de A à Z. Bref, si vous ne l'avez pas encore vu, matez Layer Cake, pour moi j'ai envie de dire que là aussi, c'est le premier et meilleur film de Matthew Vaughn. Même si attention, comme tout le monde, j'adore Kingsman, mais Layer Cake, je ne trouve rien à dire sur ce chef-d'œuvre. Voilà mes amis, j'espère que cette petite sélection vous a plu, n'hésitez pas à donner votre propre sélection dans les commentaires. Je sais que par exemple on aurait pu parler de Saw, parce que Saw est sorti en 2004, et surtout c'était le meilleur des Saw, on va pas se mentir. Je suis convaincu qu'il y en a plein d'autres que vous avez vus à l'époque et dont vous voulez parler, n'hésitez pas, lâchez-vous dans les commentaires. Prenez bien soin de vous, à très bientôt, plein de bisous à tous, prenez bien soin de vous, ciao.